Bonjour à tous. Le Cameroun, en pleine crise économique, vient de franchir la ligne rouge. Selon Mutation, les appels de fonds sur ressources extérieures sont gelés au moment où le Cameroun est en voie de dépasser le plafond de 596 milliards de francs CFA fixé dans le cadre du programme de redressement économique conclu avec le FMI. Pour le Messager, ces dépassements budgétaires illustrent une navigation à vue des gestionnaires de la fortune publique qui ont oublié les prescriptions du FMI. Comment le Cameroun s'est-il retrouvé en plein exercice budgétaire dans une situation inconfortable? Quelles sont les conséquences de ces gels des financements extérieurs? Entre dérive et austérité budgétaire, la synergie gouvernementale a encore volé en éclats cette semaine, affichant des divergences sur le choix d'une entreprise sollicitée pour la réalisation des travaux complémentaires d'une route qui va de l'entrée est de la ville de Douala au pont sur la Dibamba, au regard des coûts des travaux fixés à 46 milliards de francs CFA pour près de 9 km de route. Le journal Info Matin parle d'un scandale. Le Messager révèle comment le ministre des Marchés publics a défié l'ingénieur de l'État et le secrétaire général de la présidence de la République en bottant en touche la procédure de gré à gré pour confier ce projet à une entreprise chinoise qui, selon le ministre des Marchés publics, est disposée à exécuter les 10 travaux à un coût bien moins élevé que celui proposé par le ministère des Travaux publics. Qu'est-ce qui explique ces batailles pour le contrôle des marchés publics? Les procédures de passation des marchés publics, de suivi et d'exécution de ces marchés publics sont-elles des gages de la qualité des travaux réalisés sur le terrain? Au-delà de ces questions économiques, la situation sécuritaire des régions anglophones préoccupe le haut commandement de l'armée alors qu'il l'a rassuré sur les garanties de sécurité durant cette élection présidentielle. Dans les colonnes de Cameroun Tribune, un convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest a été attaqué. L'information a fait la une du journal Le Jour cette semaine. D'autres religieux, mais aussi des civils, continuent d'être des cibles dans cette escalade de violences meurtrières. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Et pour cette nouvelle édition, je reçois sur ce plateau le docteur Ariel Nitedem. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Noufelet. Je profite pour dire bonjour à mes amis de la diaspora et je profite justement pour leur dire que le Cameroun compte sur eux. Le Cameroun ne se développera pas sans eux. J'insiste là-dessus. Vous êtes spécialiste des finances publiques et enseignant à l'université de Yaoundé 2. C'est bien ça? C'est ça. Également présent sur ce plateau un politologue universitaire, Dr Woguin. Bonjour. Docteur Bouguin, bonjour. Merci. Vous êtes politologue, militant du RDPC. Merci d'être avec nous. Et juste à vos côtés, un homme politique également, économiste, ancien député, SDF, Évariste Fopoussi, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, et bonjour à tous les téléspectateurs de Kino TV. Heureux de les retrouver. Heureux aussi de vous compter parmi nos invités aujourd'hui. Merci. Également, quatrième invité, panéliste, toujours présent avec Dimanche, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufelet. Je salue tous les copanélistes et je salue notamment la présence de Monsieur Évariste Fopoussi, qu'on n'a pas revu depuis un bon moment. Vous êtes éditorialiste à La Nouvelle Expression et consultant sur le plateau de Droit de Réponse. Première escale de cette émission concerne cette lettre du ministre des Finances qui annonce le gel des appels de fonds sur ressources extérieures après une sollicitation du ministre de l'Économie. Je me tourne vers vous, docteur Ariel Nitedem. Vous maîtrisez les finances publiques. De quoi il s'agit concrètement concernant ce gel des appels de fonds sur des financements extérieurs? C'est une procédure simple que le ministre utilise, le ministre des Finances, qui est garant de la discipline budgétaire, qu'il utilise très souvent pour ramener, n'est-ce pas, les autorités en charge de la gestion des finances publiques à l'ordre. Quand il y a, n'est-ce pas, des écarts de comportement sur l'autorisation budgétaire, l'autorisation parlementaire, à savoir qu'on a budgétisé 596 milliards pour les ressources extérieures
à l'heure qu'il est, on a déjà décaissé 404 milliards et il y a la demande pour décaissement de 294 milliards en cours, en attente d'exécution. Et quand cela sera exécuté, on sera à 698 milliards, donc un dépassement de 102 milliards. Ça fait 17% de dépassement, c'est énorme. Donc il appartenait au ministère des Finances, qui est garant, comme je l'ai dit, de la discipline budgétaire et partant de la qualité de la dépense publique, de signer, de siffler la fin, de donner le signal d'alerte, de geler d'ailleurs. En fait, ce n'est pas la seule procédure, ce n'est pas la seule fois qu'il utilise cette procédure de gel des dépenses. Les gels sont faits tout le temps quand il y a dépassement ou quand on veut rationaliser la gestion des finances publiques, sauf quand il les gèle, il ne publie pas. En réalité, ce n'était pas une lettre destinée au public, c'est destiné à son collaborateur du ministère de l'économie qui justement gère les financements des projets en provenance de l'extérieur. Et je dois dire que ce n'est pas les seuls financements qui viennent de l'extérieur. Rappelez-vous du rapport de la CAA sur la dette extérieure. Nous avons 4 000 milliards de cents. Cents, c'est solde encaissé, solde engagé, non décaissé. Vous comprendrez que 4 000 milliards qui ont été effectivement engagés, qui sont des ressources extérieures, des fonds provenant des ressources extérieures, ont été effectivement engagés et n'ont pas encore été décaissés. Justement, si on a pu décaisser à cette vitesse, c'est parce que les conditions les permettaient. Je dois vous citer un exemple très simple, concret. La route Ouesso-Saint-Mélima, qui a été budgétée depuis très longtemps, financée sur les fonds extérieurs. Les Congolais ont budgétisé le tronçon congolais, mais le tronçon congolais n'est pas budgétisé. Pourtant, les fonds ont été déjà cantonnés, les fonds ont été déjà engagés, mais ils ne sont pas décaissés aujourd'hui parce qu'il y a des procédures d'indemnisation qui bloquent. Et tant que les populations ne sont pas indemnisées, comme c'est des financements extérieurs, les bailleurs de fonds respectent leurs prévisions budgétaires. Ils sont très portés sur la discipline budgétaire. Justement. Tant que les conditions ne sont pas respectées, on ne décaisse pas. Or, au Cameroun, on a constaté qu'il y a des décaissements, on dépasse, et le ministre des Finances a arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Parce que on en parlera, aujourd'hui, on imagine qu'au bout de 4 mois, au bout de fin d'année, on en parlera au cours de cette émission. Ouais. Évariste Fopoussi, vous avez suivi le traitement que la presse a réservé à cette épineuse question de la dépense publique au Cameroun. Le ministre des Finances qui annonce le gel des décaissements des financements extérieurs au moment où le pays est confronté à des multiples crises. Comment vous analysez cette situation-là? Cédric, ce que dit notre ami le professeur Nitidem est exact. Tout le monde le sait, ou tous les spécialistes dans la matière savent que la situation est celle-là. Mais on ne peut quand même pas s'empêcher de se poser quelques questions, pas uniquement comme homme politique, comme économiste qu'il est par exemple. Comment peut-il se faire que dans un gouvernement qui a un Premier ministre, il y a d'abord un président de la République tout puissant, un Premier ministre, comment peut-il se faire qu'il y ait ce genre de dérapage? Il a cité le cas de la route ça provoque des problèmes pires que ça. On a déjà attribué le marché de cette route à 2 entreprises et aucune n'a rien fait. Alors que de l'autre côté, les Congolais réalisaient le leur. Le problème de fond qui est posé, c'est le problème du vide à la tête de l'État. Il y a un président qui n'est jamais là. Il y a un Premier ministre qui ne sert à rien. Finalement, il n'y a personne pour examiner le tableau de bord du gouvernement. S'il y avait un tableau de bord et s'il était examiné en permanence pour éviter ce genre de choses, on n'aurait pas... C'est le FMI qui nous rappelle, c'est le FMI qui nous a réveillés. En réalité, le ministre a signé sa lettre, c'est parce qu'il avait le FMI, la main du FMI au cou. Donc c'est les gens de l'extérieur qui nous rappellent nos devoirs quotidiens, les devoirs régaliens et quotidiens d'un gouvernement. C'est dramatique et c'est grave. C'est extrêmement grave parce que à cette allure, on ne va nulle part. Il n'y a personne pour... Et plus grave, si vous avez lu cette lettre,
on se demande si c'est un ministre qui écrit à son collègue ou si c'est le chef du gouvernement qui écrit à un de ses ministres pour le rappeler à l'autre. Parce que non seulement, il lui dit, fais attention, vous êtes en phase de dépasser le plafond de décaissement, il lui donne des instructions. Il dit que désormais, il faut qu'il demande à ses collaborateurs de veiller à ce que ces choses-là... C'est malheureux pour mon pays. Justement, on parlera de ces propos du ministre et nous sommes, des Finances. Non, c'est révélateur et c'est fondamental parce que nous sommes à la veille des choix cruciaux. Les Camerounais doivent comprendre que le simple fait d'être technicien ne suffit pas. Ouais. On ne peut faire profiter de sa technicité que s'il y a quelqu'un qui donne des ordres, qui coordonne, qui dit où on va, qui fixe le cap. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de tableau de bord. C'est la voie de l'aventure que mon pays suit et c'est dommage. Justement, à ce sujet, Edmond Kamga, qu'est-ce qui a suscité tant d'intérêt pour la presse d'évoquer ces rapports, ces lettres confidentielles entre deux membres du gouvernement au sujet de la gestion des finances publiques? Pourquoi il y a eu tant d'intérêt de la presse sur ce sujet? Oui, parce qu'il faut toujours lier les choses dans leur contexte. Nous sommes dans un contexte sociopolitique crucial, non seulement parce qu'il y a la crise anglophone qui perdure depuis bientôt 2 ans, mais parce qu'il y a de grandes échéances à venir, l'élection présidentielle, mais aussi les grands chantiers. Et vous savez qu'il y a quelques jours seulement, une mission de la CAF était sur le terrain pour s'assurer de l'évolution des travaux. Et cette mission a donné des indications, des recommandations pour que tout soit fin prêt au plus tard en décembre. Et on ne l'oublie pas, nous sommes également dans un contexte économique et financier difficile depuis quelques mois, j'allais dire depuis un peu plus d'1 an, depuis que le FMI est de nouveau l'œil regardant, depuis que le Cameroun est dans la ligne de mire, dans le collimateur du FMI, supervise toutes les actions, toutes les opérations économiques et financières qui sont menées par le Cameroun, dont nous sommes astreints à une véritable discipline budgétaire. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le ministre des Finances a pris cette mesure. Et le docteur Ariel Nitedem avait justement bon droit de dire que ce n'était pas nouveau. Mais le problème, c'est que la presse a, j'allais dire, éventé, a rendu public cette information. Et d'une manière qui fait... la manière par laquelle... la manière dont l'information a été traitée montre à suffisance qu'il y a un gros problème dans la gestion, dans la qualité de la dépense publique au Cameroun. Et avant de chuter, je dois dire qu'en réalité, on doit s'interroger sur le plan politique, sur la question de savoir effectivement qui gouverne. Qui gouverne, c'est le titre d'un ouvrage de Pierre Flambon-Gayab, qui est sénateur de l'UNDP. Son livre est d'autant d'actualité qu'aujourd'hui, on observe que chacun des ministres joue sa partition au sein du gouvernement, mais il y a un problème de cohésion gouvernementale, il y a également il y a un problème de discipline même dans les comportements des acteurs gouvernementaux. Et M. Fopossi le rappelait fort bien, la manière par laquelle le ministre des Finances a adressé le courrier à son collègue du gouvernement montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand il y a la cohésion gouvernementale, il y a une manière de faire passer le message, avec beaucoup de courtoisie. Et plus grave, quand je m'interroge sur la question de savoir qui gouverne, c'est parce que on se sera attendu que ce soit le pilote, Paul Biya, qui transmette l'information à son chef de gouvernement, Premier ministre, et qu'ensuite, ce soit le ministre qui accompagne le mouvement. Mais dans cette opération, on ne voit pas bien quel a été le rôle du Premier ministre. Justement, on y reviendra sur les rôles des différents ministères engagés dans les discussions avec le FMI. Mais avant, je voudrais que le docteur Bongain puisse réagir à cette analyse qui vient d'être faite sur les difficultés du Cameroun à respecter une discipline budgétaire telle que édictée dans le cadre des programmes conclus avec le FMI. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ces difficultés pour les fonctionnaires, pour les différents membres du gouvernement à respecter les dépenses budgétaires pourtant inscrites dans la loi de finances 2018? Oui, je voudrais d'ores et déjà accuser les groupes de pression et les lobbies, que ce soit en interne ou en externe. Mais permettez-moi d'abord de reprendre mon copanéliste
qui parlait tout à l'heure d'un vide au sommet de l'État, parce que justement, il y a cette difficulté. Je voudrais dire que le Cameroun n'est pas le seul pays, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique tout court, qui ait ce genre de problème. Nous sommes même plutôt un pays résilient. Permettez-moi de dire que la responsabilité est partagée entre le système, l'environnement intrasociétal et l'environnement extrasociétal. En clair, concrètement? Concrètement, nos partenaires étrangers plus puissants que nous ne nous font pas de cadeaux. Et ils sont les premiers à activer sur la manette du FMI pour exercer des pressions sur nous, pour nous affaiblir. Ils ne nous font pas des cadeaux parce que au niveau de nos matières premières, ils ne les achètent pas à leur coût normal. C'est connu. Au niveau des conventions, je peux dire que ce sont des conventions commerciales qu'ils rédigent et qu'ils nous imposent. Maintenant, au niveau même de la désorganisation de nos États, ils sont encore les champions. Parce que quand vous apprenez qu'il y a des crises un peu partout et que vous vous posez les questions de savoir qui finance ces crises, sachez bien que une des raisons pour lesquelles nous sommes en difficulté, ce sont ces crises qui perdurent. Mais vous vous imaginez, comment est-ce que des organisations infra-étatiques peuvent réussir à concurrencer un État? Je ne veux pas dire qu'il y a les mêmes finances de part et d'autre, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'ils arrivent à tenir. S'ils tiennent, c'est justement parce que sur le plan systémique, il est reconnu, du point de vue d'une analyse systémique, il est bien connu que une crise qui menace la cohésion d'un État ne peut durer que si cette crise est soutenue en interne et en externe. Pourtant, à propos de ce gel des financements extérieurs, le journal Mutation estime que les gestionnaires de la fortune publique travaillent sans prendre en considération le verrou du Fonds monétaire international. À ce sujet, Dr Ariel Nietedem, quel est ce verrou qui a été fixé avec le FMI et est-ce que vous partagez ce point de vue de Mutation sur le fait que les gestionnaires de fonds publics ne prennent pas en compte ce plafond qui a été mis en place de commun accord entre le Cameroun et le FMI? Non, je ne suis pas de cet avis. Il faut dire tout simplement que c'est dans le cadre du suivi du programme économique et financier avec le FMI que le ministre des Finances a agi. C'est dans ce cadre-là parce qu'il est chargé de suivre, n'est-ce pas, en particulier ces décaissements-là. Cela dit, il ne faut vraiment pas extrapoler, il ne faudrait pas qu'on s'en mêle les pédales, qu'on y mette tout. C'est un problème de budgétisation, de prévision budgétaire qui n'a pas été bien faite. De prévision budgétaire non sincère. On a prévu 596 milliards alors que les besoins étaient bien au-delà. C'est pour cela que le ministre invite son collègue à amener ses collaborateurs à faire mieux la prochaine fois pour les prévisions, pour ce qui est du budget 2019. Donc il faut de meilleures prévisions pour qu'on ne se retrouve pas en train de dépasser. Cela dit, on a un programme avec le FMI qui est de 3 ans. Si on n'en ressort pas au bout de 3 ans, le FMI se trouverait obligé de nous imposer un programme plus rigoureux, proche de celui qu'on a vécu dans les années 90, dont on connaît les méfaits sur le plan social. Donc on a intérêt, le Cameroun a intérêt à respecter de façon scrupuleuse toutes les dispositions de ce programme qu'il a signé avec le FMI. Ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est la sous-région Afrique centrale d'ailleurs qui est concernée. Et je dois dire qu'il y a 2 choses sur lesquelles le FMI nous a interpellés. Il y a le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire qu'il faudra réduire. On est en voie, on n'est pas encore là, mais on est en voie. Il y a le compte extérieur qui permet de financer les importations. Il s'était aménagé de façon drastique. Et il y a le déficit de la balance commerciale. Donc il est question, n'est-ce pas, d'amener une certaine culture, une culture du respect de l'autorisation budgétaire au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la question du respect de l'autorisation parlementaire. Parce qu'un budget, c'est un acte d'autorisation. Et les crédits budgétaires n'engagent pas l'obligation de dépenser. Donc, il y a ce problème de manque de respect
ou de mauvais respect, respect approximatif des autorisations budgétaires parlementaires au Cameroun de façon générale. Justement, on a ici un ancien député à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Parlement a souvent été sollicité pour ces multiples dépassements budgétaires observés en cours d'année au Cameroun? Et que pensez-vous de ces collaborateurs du ministère de l'économie qui sont interpellés également à ce titre concernant ces dépenses budgétaires qui vont des plafonds qui ont été fixés avec le Fonds monétaire international? Le Parlement est régulièrement sollicité, mais malheureusement, ses pouvoirs actuels ne lui permettent pas d'aller au-delà de ce qu'il peut faire. Vous savez, je n'entre pas dans le détail, mais vous savez très bien qu'il y a un déséquilibre au niveau des grands pouvoirs. C'est l'exécutif s'est assis sur le législatif. Ça se reflète dans la loi, ça se reflète dans le règlement intérieur de l'Assemblée, au point que le Parlement ne peut que faire des observations au gouvernement. Il contrôle le gouvernement, mais il n'a aucun moyen d'aller au-delà des simples rapports. Le Parlement n'est même pas capable de créer lui-même ses propres commissions de contrôle sans avis de l'exécutif. C'est ça le mal du Parlement chez nous. Mais je reviens toujours sur les explications du professeur Nietedin pour dire que rester à ce niveau, c'est continuer à faire croire aux Camerounais et aux gens de l'extérieur que nous sommes incapables de gouverner. Si nous sommes incapables de gouverner, qu'on se retire et qu'on laisse les autres opérer. Le dernier accord du FMI s'est traduit par quoi? Par une aide qu'on peut appeler budgétaire. C'est-à-dire qu'en réalité, le FMI vous aide à boucler votre budget. Mais est-ce que c'est ce genre d'aide que nous attendons de l'extérieur, mon Dieu? Tout cela revient au problème de fond que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un vide institutionnel, il y a un vide managérial, et la conclusion, c'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que chacun se débrouille là où il est, en espérant que dans la débrouillardise généralisée, on survivra le plus longtemps possible. Sinon, ce genre de choses serait tranché de manière la plus radicale. Un ministre de l'économie qui fait des dépassements de ce genre devait être congédié. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas de tableau de bord. Il ne suit pas. Et maintenant, avec l'informatique, le ministre reste là, il appuie sur un bouton, il voit ce qui se passe. Comment on peut tolérer ce genre de choses? Tout simplement parce que c'est la navigation à vue. Il n'y a aucune prévision, il n'y a aucune coordination, et comme le disait Edmond tout à l'heure, on est à la veille des échéances cruciales, et les Camerounais devraient désormais savoir que le vote au Cameroun, ce n'est plus pour rechercher des messies, mais c'est pour rechercher des programmes, pour rechercher des solutions à nos problèmes. Justement. Donc, le problème qui est posé est un problème fondamental et existentiel pour le Cameroun. C'est la gouvernance de ce pays qui est mauvaise. Justement, sur le Cameroun qui doit désormais solliciter le FMI pour débloquer des fonds au-delà de ce plafond qui a été fixé à 596 milliards de francs CFA. Edmond Kamia, est-ce que cela signifie-t-il, selon vous, que les pouvoirs publics désormais doivent soumettre l'élaboration, l'application, l'exécution du budget au Fonds monétaire international avant toute décision préalable sur le terrain? En réalité, la réponse est dans la question. Nous constatons tous, au regard de la situation réelle sur le terrain, au regard des insuffisances dans l'action des acteurs gouvernementaux, que aujourd'hui, plus que jamais, nous donnons raison au FMI qu'il faut bien que le FMI s'occupe de la gestion de nos finances publiques.
Il faut bien que le FMI s'occupe de la manière dont nous gérons notre économie. Mais c'est absolument grave. La réponse est oui. La réponse est oui. On aura beau faire des supputations, mais on va arriver à cette réponse-là. La réponse est affirmative, monsieur Noufélé. Et j'ai dit c'est extrêmement grave parce que nous aurions pu faire autrement. Montrer au FMI que nous avons la volonté de sortir de cet engrenage dans lequel nous nous sommes mis nous-mêmes. Malheureusement, plus le temps passe, plus nous évoluons dans le cercle dans lequel le FMI nous a restreints, mais nous leur montrons que nous sommes incapables par nous-mêmes d'honorer les engagements que nous avons, que nous sommes censés respecter. Et c'est pour cela que je pense que... Je dois dire, on ne peut pas accepter ça comme ça. On ne peut pas dire que le Cameroun doit désormais soumettre son budget au FMI. Mais puisque le ministre, il est obligé. Le ministre de l'économie, c'est le ministre des Finances. C'est le FMI qui a attiré l'attention du ministre des Finances sur ce dérapage. C'est oui, le bien FMI. sûr, bien sûr. Mais alors, le budget, il y a des institutions sur place qui préparent le budget. Il y a des institutions qui contrôlent l'exécution du budget. Et je dois dire que le Parlement a d'ailleurs des rapporteurs spéciaux qui sont supposés contrôler l'exécution du budget sur place et sur pièce pendant l'exécution. Ils sont 19. Tous les 19 membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée sont des rapporteurs spéciaux. Ils ont le pouvoir, c'est eux qui ont adopté cette loi. Eux qui ont adopté cette loi, ils ont le pouvoir de contrôler l'exécution du budget à tout moment. Et je dois vous dire, pour cette question, je vous renvoie à la Chambre des comptes. Et j'invite les journalistes camerounais à se rapprocher de la Chambre des comptes pour comprendre l'exécution du budget au Cameroun et la notion de dépassement dont on parle. Justement, c'est une institution qui juge les comptes. Docteur Ariel Nitedem, dans la correspondance du ministre des Finances adressée au ministre de l'économie, il suggère au nouveau ministre de l'économie de discuter avec le Fonds monétaire international pour voir comment le Cameroun pourrait procéder au dépassement du plafond fixé. Oui, oui, de ce dépassement de cette année. Est-ce que cela suppose que c'est désormais le FMI qui autorise le Cameroun à aller au-delà pour permettre aux Camerounais de comprendre concrètement? Et c'est le ministre des Finances qui suggère à son collègue. Oui, il faut que ce soit clair. Le budget du Cameroun a plusieurs sources de financement. Il y a le financement propre de nos impôts. Et il y a le financement qui vient des bailleurs de fonds, de ce qu'on appelle partenaires techniques et financiers. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce financement qui est de 596 milliards. Or, nous avons un budget de plus de 4 000 milliards. Donc, ce n'est pas le seul budget ce n'est pas la seule source de financement du budget du Cameroun. Ça, en réalité, le ministère des Finances, ce qu'il dit, c'est de demander au ministère de l'économie de négocier avec le FMI pour négocier le plafond de cette source de financement, cette source, celle-ci, pour cette année, pour les 4 derniers mois qui restent pour l'année 2018. C'est tout. Ce n'est pas pour tout le budget du Cameroun. Et ce n'est pas pour tous les sources de financement. Et je peux vous rappeler qu'il y a d'autres sources de financement. En dehors des fonds propres de l'État, en dehors des ressources extérieures, il y a, n'est-ce pas, d'autres sources de financement comme les partenariats publics-privés, comme les appels à l'épargne publique à travers les emprunts obligataires. Il y a d'autres sources de financement. Justement. Ce n'est pas les seules sources. Donc si le FMI, qui manifestement ne va pas marquer son accord pour qu'on élève ce plafond parce qu'il tient à la discipline budgétaire, cela ne va pas pour autant asphyxier le pays à ce point. Cela va certainement impacter on va parler des conséquences tout à l'heure. Avant que vous n'y arriviez, docteur Bougansur, sur cette difficulté, messieurs, je vous en prie, sur cette difficulté que rencontre le Cameroun concernant l'exécution de son budget et sa volonté de solliciter davantage de financement extérieur pour répondre aux préoccupations infrastructurelles, économiques et sociales des populations, lorsque vous suivez les critiques qui sont formulées à l'encontre des pouvoirs publics sur leur incapacité d'être disciplinés sur le plan budgétaire et d'honorer les engagements, qu'est-ce que vous répondez? Oui, permettez-moi de venir un tout petit peu en arrière pour rappeler aux uns et aux autres que le FMI n'est qu'un partenaire. Le Cameroun, c'est un État souverain. Ouais. Le FMI n'a pas de dictat par rapport à ce que le Cameroun devrait faire. Et je suis d'autant plus d'accord avec le docteur Nitedem qu'effectivement, on peut bien se passer de ce plafond à relever du FMI si nous pouvons un temps soit peu nous discipliner sérieusement.
Sérieusement. Bon, et pour en venir à votre question, M. Sédik Noufelin, je voudrais reconnaître que nous avons dans notre pays un problème de désordre budgétaire, si nous pouvons l'appeler ainsi. Mais ajouter à cela, il faut reconnaître également qu'il y a un certain nombre de facteurs que nous n'avons pas voulu et qui nous coûtent très très cher. Et je voudrais parler des crises sécuritaires. Ça coûte énormément de l'argent au Cameroun. Et il serait temps pour nous de mettre un terme à toutes ces crises, pour autant que nous en soyons capables. Je crois que nous le pouvons. Parce que si nous mettons un terme à ces crises, notamment la crise qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest, nous allons épargner énormément de l'argent que nous pouvons investir ailleurs, par exemple dans les infrastructures. Et puis, vous savez, en réalité, lorsqu'on prévoit les recettes, c'est en fonction des dépenses. Il y a des dépenses que nous aurions bien pu revoir. Nous pouvons bien revoir certaines dépenses, mais nous pouvons aussi renvoyer un certain nombre de travaux à une date ultérieure pour ne pas s'asphyxier, pour d'abord donner la possibilité à notre économie de faire des bons avant de revenir en arrière, envisager ces dépenses qui sont excessivement lourdes. Justement, les financements extérieurs concernent de nombreux projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Et à ce sujet, Dr Ariel Mutedem, vous avez évoqué le plafond qui est de 596 milliards de francs CFA. Et vous pensez que le FMI ne va pas donner suite favorable à la volonté des pouvoirs publics d'aller au-delà? Quelles peuvent être les conséquences du maintien de ce plafond au regard des besoins exprimés dans les différents chantiers des projets structurants? Oui, les conséquences, si rien n'est fait, si rien d'autre n'est fait, parce qu'il y a des leviers sur lesquels l'État peut appuyer. Et je dois le dire en direction du ministre des Finances ou même du directeur de la CA, il y a les soldes engagés non décaissés, de l'ordre de 4 000 milliards. Et ce n'est pas décaissé, pourquoi? Parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a, n'est-ce pas, des conditionnalités. Il y a la question de la maturation des projets qui doivent être financés dans le cadre. Oui, il y a la maturation de projets. Il y a ces autres actions qui entourent le financement des projets, dont les bailleurs de fonds sont très regardants. Par exemple, ils veulent s'assurer qu'il y ait des études d'impact environnementaux avant que les projets soient engagés et que tout soit mis en place pour réduire les impacts environnementaux, que les populations soient indemnisées, ainsi de suite. Donc, tous ces 4 000 milliards qui sont bloqués, qui sont déjà engagés, sur lesquels l'État camerounais paye déjà des intérêts qui ne sont pas utilisés, pourront être, n'est-ce pas, on pourrait lever les contraintes sur ces fonds pour pouvoir permettre de les libérer pour que leur décaissement permette de financer les projets d'investissement public. Ça, c'est une voie. Et je dois dire que si on n'en reste pas là, si rien n'est fait, cela va impacter négativement la mise en place des projets d'investissement public. Je veux dire des projets qui justement permettent au secteur public d'impacter sur les conditions de vie des populations et sur les conditions de compétitivité de l'économie. C'est à travers le BIP que l'État le fait. Et justement, on a des projets. Je n'ai pas cité la route Ouesso-Samna au hasard. Je suis universitaire. Le fait qu'on n'a pas goudronné, on n'a pas bitumé cette route, le tronçon camerounais bloque l'université inter-État du Congo. Son fonctionnement n'est pas encore effectif à cause de cette route. On ne le dit pas assez, mais il faut le dire. Parce que ces projets financés par les bailleurs de fonds sont généralement des projets structurants qui permettent de mettre en place les conditions de compétitivité de l'économie et les conditions de fonctionnement des autres, les conditions de mise en œuvre des autres projets. Donc il y a des voies qui existent sur lesquelles on peut actionner, mais si rien n'est fait, cela, comme je l'ai dit tantôt, va impacter sérieusement les projets d'investissement public. Justement, sur la question des conséquences de ce gel des financements extérieurs, Évariste Fopoussi, comment vous entrevoyez l'avenir si ce gel
est maintenu alors qu'on est seulement à 4 mois de la fin de l'année 2018. On traverse à peine le 3e trimestre de cette année et le Cameroun sollicite déjà plus de 600 milliards de francs CFA sur les 596 qui étaient initialement projetés pour cette année. Vous savez, la situation est particulièrement grave. Parce que quand vous relisez la lettre du ministre des Finances, il dit qu'il faut suspendre tout autre décaissement en dehors de ce qui concerne pour la CAN voilà. 2019. Ça veut dire que tous les grands projets qui sont en chantier vont être arrêtés. On ne peut pas continuer à demander aux gens de préfinancer et c'est les grands projets, je ne vois pas qui peut accepter de préfinancer des grands projets. Donc, c'est une situation excessivement grave. Le professeur Nitida m'a parlé de la voie de la caisse autonome d'amortissement. Vous savez, les 4 000 milliards dont vous parlez, vous-même vous savez que s'ils sont encore là, c'est parce que nous n'avons pas été capables de monter des dossiers sérieux et convaincants pour pouvoir les engager. Et je ne vois pas comment, quelle alchimie on peut procéder pour orienter ces fonds vers d'autres projets que ceux pour lesquels ils étaient prévus. Ce serait extrêmement difficile et la plupart de ces 4 000 milliards seront purement et simplement annulés parce que certains sont à échéance, d'autres sont complètement à maturation. Donc, c'est malheureux, c'est une situation terrible. Comment s'en sortir? Je ne sais pas. Il revient au gouvernement de trouver les moyens, peut-être que par la voie de la SNH dont on ne sait, on ne sait rien, on ne sait pas quel fonds elle gère. Peut-être que par cette voie-là, on peut maintenir en survie les projets jusqu'à trouver un terrain d'entente avec le FMI. Mais je dis que, encore une fois, c'est la gouvernance du pays qui est remise en cause. Et les choix fondamentaux que les Camerounais vont faire vont être basés sur ce genre de situations qui sont révélateurs d'un état plus grave concernant notre pays. Il faut que pour une fois qu'on respecte les Camerounais et qu'on arrête la navigation à vue. Qu'on ait le courage de présenter des projets, qu'on ait le courage de fixer le cap. Non, fixer le cap, il n'y a pas de cap. S'il y avait le cap, si on avait fixé un cap, on n'en serait pas là-bas. S'il y avait un tableau de bord, on n'en serait pas là. C'est dommage. C'est dommage. La situation telle qu'elle existe, elle ouvre sur les perspectives d'avenir. Je ne vois pas de solution pérenne si on ne remet pas en cause la gouvernance du Cameroun. Juste après vous, Edmond Kamga, sur la question de comment sortir de cette situation où les financements extérieurs, les décaissements sont gelés. Il y a de nombreux projets structurants sur le terrain qui attendent cette bouffée d'oxygène financière pour continuer à fonctionner. Comment faire pour sortir de cette situation-là? Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'être respectueux de la discipline budgétaire. C'est-à-dire là où on en est. Que dès lors que l'on a pu constater que la situation est grave, que chacun à son niveau respecte ce qui est prévu dans les clauses. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, pour la suite, c'est qu'on a besoin d'argent. Mais il faut aller chercher l'argent où ça se trouve. Il ne s'agit pas ici d'aller au-delà de ce qui est prévu par le budget. Parce qu'on est dans une situation très complexe où les priorités du moment vont au-delà, sont en deçà de ce que attendent les populations camerounaises. Quand je dis ce qu'attendent les populations camerounaises, c'est qu'aujourd'hui, une des priorités, c'est la CAN. Tout, c'est pour la CAN 2019. Et nous sommes pratiquement à la veille de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui est prévu pour l'éducation? Qu'est-ce que le gouvernement en attend d'une rentrée scolaire et académique de qualité, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? J'aimerais bien qu'on nous dise ce qui est prévu pour que les enfants aillent à l'école dans des conditions de sécurité requises. Il y a les questions de santé. Aujourd'hui, on assiste à une situation où, rappelez-vous au début de l'année, et même depuis l'année dernière, il y a eu des affectations que je qualifie de disciplinaires.
de certains médecins qui se sont organisés pour faire un certain nombre de revendications. Mais elles ont été, pour la plupart, ces personnalités-là, ces médecins, affectés dans des régions où leur spécialisation n'était pas du tout nécessaire. C'est-à-dire que vous affectez un chirurgien à la frontière, où même les hôpitaux du district n'ont pas besoin n'ont pas besoin de leur compétence, de leur expertise. Il y a des centres de santé moins inférieurs à celles qui auraient pu bénéficier de leur expertise dans les agglomérations, dans les grandes villes. Donc je mets l'accent sur les domaines éducation et santé. Il faudrait davantage que l'État, à la veille de la rentrée scolaire, ait un regard plus important dans ces secteurs-là que ceux pour lesquels il s'est engagé, notamment la CAN 2019. Malheureusement, nous souhaitons qu'il y ait la CAN 2019 au Cameroun. Mais si nous devons subir sur le plan, sur le plan des conséquences sociales et économiques, les conséquences d'un choix aussi contraignant, il va falloir que le gouvernement et notamment le chef de l'État... Il y va de l'image du Cameroun. Avant que Dr Ariel Nitedem ne réagisse, nous avons dit que nous étions d'accord. À Dr Bourgain également de donner des esquisses de solutions suite à ce problème qui se pose concernant ce gel des financements extérieurs. Que faut-il faire pour éviter à l'avenir que le Cameroun se retrouve dans cette situation, pour permettre aux différents projets structurants en cours de continuer de recevoir des financements pour leur exécution? Oui, tout à l'heure, j'étais en train de dire à mon copanéliste Fopoussi que la campagne électorale n'est pas ouverte. Parce qu'il ne fait que revenir là-dessus, il fait que vanter son candidat, alors que le mien est le meilleur. Cela dit, ça y est, cela dit, moi je crois que nous avons affaire à un problème simple. L'économiste ne me démentira pas. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Si notre balance commerciale est déficitaire, les Camerounais ont une seule chose à faire, ce qu'on fait partout dans le monde entier, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le patriotisme économique. Et le patriotisme économique signifie que chacun doit consommer d'abord camerounais. Chacun. Et si chacun consomme d'abord camerounais, la balance commerciale ne sera pas déficitaire. Moi, je crois, si chaque individu, si chaque organisation, si chaque administration se borne à consommer d'abord camerounais, nous allons améliorer considérablement notre balance commerciale. Tant que, sous le coup des pressions, nous allons aller acheter des choses de mauvaise qualité à des prix exorbitants, alors que chez nous, on en a mieux et à moindre coût, parce que nous subissons des pressions, nous nous en sortirons jamais. Nous allons continuer à subir le diktat du néocolonialisme ainsi. Bon, permettez-moi de dire également que nous devons régler le problème de l'incivisme fiscal qui existe chez nous. Nous devons régler le problème de corruption, de détournement. Parce que quand on parle du désordre budgétaire, en réalité, si vous allez dedans, vous allez trouver quelqu'un qui sait bien ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas parce que c'est pour lui une poche de détournement des deniers publics. Nous avons ce problème qui est récurrent et qui est sérieux. Et vous savez que l'administration, le gouvernement camerounais, si vous le voulez, combat cela avec la plus grande énergie. Mais les Camerounais sont décidés à mettre les bâtons dans les roues de leur propre gouvernement en continuant dans cette mauvaise voie. Parce que si nous sommes tous sérieux, chacun en ce qui le concerne, on parle de discipline. C'est vrai pour ce qui est du gouvernement. Mais il faut aussi une discipline pour ce qui est de chaque individu. Fonctionnaire, je veux dire préposé de l'État, et même les administrés, chacun à son niveau devrait se discipliner. Justement, parlons de ce gouvernement dont la synergie a encore volé en éclats, affichant des divergences, le choix d'une entreprise sollicitée pour la réalisation des travaux complémentaires sur 9 km de route qui va de l'entrée est de la ville de Douala jusqu'au pont sur la Dibamba, au regard du coût évalué à 45 milliards de francs CFA. Le journal Info Matin cette semaine parle d'un scandale au ministère des Travaux publics
Le Messager a souligné cette bataille entre le ministre des Travaux publics, le ministre des Marchés publics et le secrétaire général à la présidence de la République en fonction des procédures gré à gré et des appels à candidature pour les entreprises qui peuvent réaliser ce projet à moindre coût. Alors, sur cette bataille que dont vous avez pu lire les différents tenants et aboutissants dans la presse cette semaine, Dr Ariel Migné-Tedem, qu'est-ce qui fait problème concrètement sur cette gestion des marchés publics au Cameroun au regard de cette affaire concernant les 9 km de route? Oui, il s'agit d'un problème de compétence. Ici, la compétence sur les marchés de gré à gré revient à l'autorité des marchés publics, l'autorité supérieure des marchés publics, qui a été jusqu'en 2011 dévolue au Premier ministère. Jusqu'en 2011, c'est le Premier ministre qui est l'autorité supérieure des marchés publics, donc qui peut autoriser les gré à gré. Après 2011, en 2011, on a créé un ministère chargé des marchés publics, mais un ministère délégué à la présidence de la République. Et du coup, l'autorité supérieure des marchés publics, c'était tantôt le Premier ministre, tantôt le ministre des marchés publics. Et comme le ministre des marchés publics est rattaché à la présidence, c'était aussi par ricochet, ou de fait, le président de la République. Et c'est pour ça qu'on voit le secrétaire général qui intervient, puisque le secrétaire général intervient comme proxy du président de la République. Alors, depuis juin 2011, il y a une réforme des marchés publics, avec un nouveau code des marchés publics, qui a remis les choses en ordre, qui a non seulement renforcé le pouvoir des maîtres d'ouvrage, mais qui a défini clairement l'autorité des marchés publics comme étant le ministère des marchés publics. Mais comme il est rattaché à la présidence de la République, par ricochet ou de facto, c'est le président de la République qui est l'autorité supérieure du marché public. Et lui, comme il agit par procès à travers son secrétaire général, le secrétaire général se retrouve impliqué. Et là, on a comme deux autorités du marché public. Cela dit, ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui a l'autorité pour attribuer un gré à gré. Justement, le ministre des Travaux publics qui a écrit au ministre des Marchés publics pour lui demander de surseoir un appel d'offres concernant les entreprises qui doivent être sélectionnées pour réaliser ce marché, ces travaux complémentaires sur la pénétrante est de Douala, sur près de 9 km de route, et le coût évalué par le ministère des Travaux publics, c'est 46 milliards de francs CFA. Et le ministre des Travaux publics, dans sa correspondance, a indiqué qu'il souhaitait attribuer ce marché à une entreprise française déjà déployée sur le site, donc un marché gré à gré, et il s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Tout à fait, et je crois que celui qui lui a opposé une fin de non-recevoir l'a fait, n'est-ce pas, sur la base de la concurrence, sur la base des critères de concurrence qui doivent exister pour enfin privilégier la meilleure offre possible pour le contribuable camerounais. Et c'est ce qui semble être ce que le ministre Bassadou a fait, avec certainement le soutien de l'autorité de son patron, qui est le président de la République. J'ai des chiffres de 42 milliards 865 millions 500 000 pour ce que le ministre des Travaux publics a proposé comme gré à gré à Razel, et au finish, le ministre des Marchés publics a octroyé ce marché de gré à gré à un consortium, un groupement de sociétés chinoises au prix de 33 milliards 144 millions 718 233 francs. On a un différentiel de plus de 12 milliards. Alors je ne comprends pas que, parce que Razel connaît déjà le Cameroun, on se serait attendu que cela puisse nous bénéficier au Cameroun, qui veut acheter un produit à Razel. Parce que le fait qu'ils connaissent déjà le Cameroun baisse ses coûts de transaction, baisse les coûts de production de son produit qu'il nous vend. Le fait qu'il connaît déjà le Cameroun. Alors d'où vient-il qu'on utilise le fait qu'il connaisse le Cameroun pour attribuer à un prix plus élevé que quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun? Ça pose un problème. Parce qu'au finish, on doit tenir compte, n'est-ce pas, de la meilleure solution, je veux dire, du rapport qualité-prix. C'est important de tenir. Et sur ce plan, les Chinois ont montré qu'ils peuvent faire de la qualité. Donc, ils peuvent aussi faire la qualité autant que les Français. Donc, finalement, ce qui permet de les comparer, c'est le prix. Or, les Chinois offrent mieux que les Français. Cela me semble. Et de ce point de vue, au plan des procédures, comme je l'ai dit tantôt, c'est le ministre Abbas Sadou, en tant que ministre des marchés, en tant qu'autorité supérieure des marchés,
qui a le pouvoir d'attribuer des grés à gré et non le ministre des Travaux publics. Justement, sur cette question, Évariste Fopoussi, il y a eu une bataille quand même entre les membres du gouvernement sur l'attribution de ces travaux complémentaires de la pénétrante est de Douala. Le Messager en a fait grand cas durant la semaine, au point de relever comment le ministre des Marchés publics défie son collègue des Travaux publics, ingénieur de l'État, et le secrétaire général à la présidence de la République pour ne pas attribuer ce projet à une entreprise des travaux publics française, mais plutôt à une entreprise chinoise qui était inscrite dans un appel d'offres. C'est le plus cocasse de l'histoire. C'est que même au niveau des forces qui dépendent de la présidence, comme disait M. Nieteden, il y a eu dichotomie. En réalité, le ministre des Marchés, dans l'histoire, est opposé au secrétaire général à la présidence de la République. Oui. Mes chers amis, dites-moi, qui gouverne au Cameroun? That's the question. Vous avez beau me le reprocher, mais je vous dis, tout ramène à la gouvernance du pays. Il y a un problème sérieux. Comment le secrétaire général de la présidence de la République peut être opposé à un ministre délégué à la présidence? Et comment il peut arriver que dans cette histoire, le secrétaire général appuie un autre ministre et le ministre des Marchés attribue? Qui arbitre les choses au Cameroun? Qui donne les ordres? Vous parlez dans le micro pour qu'on vous entende. Voilà le fond de l'histoire, voilà le fond du problème. Et de là, on revient au problème qu'on a examiné tout à l'heure concernant le dépassement du plafond fixé pour les fonds en provenance de l'extérieur. Mais au ministère des Travaux publics, on pose un problème de délai pour pouvoir exécuter ce marché et aller plus vite. Mais c'est l'autorité supérieure qui doit arbitrer, Cédric. Dans ce cas, quelqu'un arbitre. Oui. Et comme il n'y a pas d'arbitre, chacun se débrouille comme il peut et le plus malin passe. Vous n'êtes même pas sûr que cette entreprise chinoise va réaliser, parce que il va se poser maintenant le problème de la pénurie des fonds. C'est vrai que c'est lié à la canne, mais le FMI peut décréter que la route, telle qu'on donne l'itinéraire, ce n'est pas lié à la canne, que c'est le complément de la route de la pénétrante Est. Donc, vous voyez qu'on n'est pas au bout de nos peines. Pas parce qu'on manque de moyens, pas parce qu'on manque d'hommes, mais parce qu'on manque de coordination, parce qu'on manque de gouvernance. C'est malheureux, mais c'est ça, et nous allons subir cela tant que ce problème ne sera pas réglé. Une synergie gouvernementale qui vole en éclats, fait savoir la presse cette semaine au sujet des contrôles des marchés publics. Il y a toujours eu ce type de problème entre d'abord l'Agence de régulation des marchés publics avant la création du ministère et ministère dédié à ce marché public et d'autres départements ministériels. Aujourd'hui, c'est une bataille. Quels sont les intérêts, les enjeux dans cette bataille, Edmond Kamga? D'abord, avant de rentrer dans les enjeux, je voudrais dire sur la question de fond que vous avez posée entre le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics et le ministre chargé des travaux publics. Celui qui est dans son droit, c'est-à-dire en tenant compte de la réglementation, des lois et la réglementation en vigueur, c'est le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. C'est lui qui veille à la réglementation des normes et celui qui veille au respect des normes et de la réglementation. Et c'est lui qui est pratiquement celui-là même qui assure la transparence dans la procédure, qui veille à la saine concurrence dans l'attribution des marchés publics. Donc sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de débat. Celui qui est sur la bonne voie, c'est le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Maintenant, en ce qui concerne les enjeux, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte précis. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Et rappelez-vous, il y a eu beaucoup de supputations sur la possibilité qu'il y ait un remaniement ministériel ou un nouveau gouvernement, peut-être un gouvernement de mission ou un gouvernement de campagne. Peut-être c'est un peu tôt, peut-être c'est un peu tard, mais il faut le dire, en ce qui concerne les acteurs, parce que là je parle maintenant des acteurs par rapport à ce dossier-là. Le ministre Abbas Sado, le ministre Emmanuel Nganou-Diomissi, le ministre secrétaire général à la présidence de la République. Chacun joue son vatou. C'est l'équation personnelle aujourd'hui.
par rapport à ce dossier et aussi à la perception que l'opinion publique nationale et même le chef de l'État aura par rapport au rôle qu'aura joué chacun d'eux pour donner l'impression qu'il défend le mieux ses intérêts. Donc les enjeux sont d'abord là, au niveau des individus. Mais il y a également d'autres enjeux qui sont d'ordre essentiellement financiers. Ça, on ne peut pas le nier. Au-delà du fait que le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics veut attribuer le marché, au mieux disant, en respectant, en faisant en sorte que ce soit le Cameroun qui gagne, et non pas forcément l'entreprise soumissionnaire qui veut bénéficier de ce gré à gré. Mais il y a que, et ce n'est pas nouveau, beaucoup d'acteurs gouvernementaux, beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, qui sollicitent qu'on leur soit attribué les marchés publics, utilisent des méthodes, utilisent des moyens, des méthodes qui peuvent être la corruption, qui peuvent être d'autres types d'actions pour rassurer les acteurs qui leur attribueraient les marchés que nous sommes ensemble, quelle que soit l'issue, si vous nous permettez d'avoir ce marché-là, vous ne perdez rien. Et les enjeux sont économiques et financiers. Ça, je résume. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Docteur Bourgain, sur cette bataille autour du contrôle des marchés publics, notamment ce marché de près de 9 km de route à réhabiliter à la sortie est de Douala jusqu'au pont sur la Dibamba, une quarantaine de milliards de francs CFA, selon le ministre des Travaux publics, a attribué une entreprise française, mais le ministre des Marchés publics a tranché pour une entreprise chinoise qui va réaliser ses travaux à moins de 35 milliards de francs CFA. Docteur Ayal Ntedem l'a souligné tout à l'heure, c'est une économie d'au moins 12 milliards de francs CFA. Comment vous appréciez le jeu qui se déroule autour des marchés publics? Oui, d'abord permettez-moi de dire que ce n'est pas parce que deux ministres ne s'embrassent pas sur la bouche qu'il n'y a pas d'arbitre. Dans tous les pays du monde, on sait que les ministres ne sont pas toujours en odeur de sainteté les uns par rapport aux autres. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'arbitre. C'est pour ça qu'il y a arbitrage et que du fait de l'arbitrage, de temps en temps, on peut faire sauter un et le remplacer. On peut faire monter l'autre par rapport à un ministère plus puissant. On n'aura jamais des individus qui s'entendent parfaitement parce qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes possibles. Bon, ayant dit cela, moi, ce qui me chagrine, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on parle d'entreprises chinoises, d'entreprises françaises, mais on ignore qu'il y a des entreprises camerounaises qui sont très performantes. Il y a le génie militaire, il y a, bon, je ne voudrais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité, mais les entreprises camerounaises, croyez-moi, si on les laisse tranquilles faire leurs travaux, ils sont autant, sinon plus performants que les autres entreprises. Or, dans un climat économique et financier comme ce que nous vivons, il est curieux de voir que nous favorisons encore la fuite des capitaux. Une entreprise étrangère qui gagne un marché, quarantaine de milliards, trentaine, dites-vous que l'entreprise camerounaise allait réaliser les mêmes travaux peut-être à une dizaine. Et cet argent devait rester au Cameroun. Mais du fait des pressions dont a parlé Edmond Kamga tout à l'heure, du fait des lobbies et des pressions qui vont parfois jusqu'à hypothéquer la sécurité du pays. C'est-à-dire que les gens... bon, alors si nous avons ce genre de pression et que nous sommes obligés de passer les marchés, ou alors si c'est du fait de la corruption, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Parce que déjà, si nous pouvons attribuer les marchés aux Camerounais, quitte à ce que les Camerounais recrutent la main-d'œuvre, même à l'extérieur, ou l'expertise à l'extérieur, nous allons beaucoup économiser. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette question de la procédure de passation des marchés publics au Cameroun, entre les procédures gré à gré et celles où des différents prestataires peuvent proposer leur offre. Mais sur le terrain, surtout dans les travaux publics, Dr Ayal Ntedem, il y a plusieurs fois des plaintes de la part de ce ministère ingénieur de l'État qui a dressé une liste noire des entreprises prestataires qui n'ont pas réussi
à réaliser les travaux d'entretien routier. Pourtant, ces entreprises ont gagné, justement, au bout des appels d'offres, ont soumissionné et ont été sélectionnées pour réaliser ces projets-là. Qu'est-ce qui fait problème concrètement? Oui, disons, ce qui fait problème, c'est ce qui a été à l'origine de la réforme des marchés publics dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a abouti avec la loi portant nouveau code des marchés publics en juin dernier, à savoir que c'est le ministère des marchés publics qui était en charge de la passation de tous les marchés. Oui. Et ça a constitué un goulot d'étranglement. On a vu les faiblesses de ce système, qui existait jusqu'en 2004 d'ailleurs, et qui a été changé en 2011. Je veux dire qui existait depuis le code de 2004, qui a été changé en 2011 avec l'avènement du ministère des marchés publics. On a vu ses limites. C'est juste, on avait beaucoup de problèmes en matière de passation et d'exécution de marché. Les marchés étaient passés aux sociétés qui n'avaient pas toujours des capacités requises pour exécuter ces marchés, ni les capacités financières, ni les capacités techniques pour exécuter ce marché, parce qu'il y avait beaucoup de corruption. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'INS qui montre que 20% du budget du Cameroun, du budget d'investissement public, est siphonné dans le processus d'attribution de la commande publique. C'est documenté. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le nouveau code des marchés publics attribue une fois de plus le pouvoir, remet le pouvoir aux ordinateurs principaux qui sont en même temps les maîtres d'ouvrage. Ils sont maintenant habilités à passer les marchés dans le cadre de leur ministère, de leur société d'État. Donc, ils ont plus de pouvoir maintenant pour le faire. On espère qu'il y aura moins d'égarements, il y aura moins de marchés passés aux entreprises sans ressources, sans capacité requise. Je dois dire quelque chose, je dois revenir à la dernière question pour dire, bon, ben, une fois n'est pas coutume, le plénipotentiaire du SDF dit qu'il n'y a pas d'arbitrage. Dans le cas de ce dossier, on a vu qu'il y a quand même arbitrage. Mais on regrette que ce soit les chefs d'État qui soient amenés à arbitrer, alors qu'ils ne devraient pas, normalement, au regard des attributions des uns et des autres, ils ne devraient pas être obligés à s'y mixer ou bien à s'impliquer personnellement pour que la bonne décision soit prise. Cela dit, je dois interpeller les ministres de la République et les DG des sociétés, même les maires, ceux qui sont les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs du budget de l'État, qu'il y a une réforme qui a été lancée le 11 juillet dernier, une réforme des finances publiques, qui a abouti à deux lois fondamentales, deux lois très importantes, le code de transparence et de bonne gestion dans la gestion de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et le nouveau régime financier de l'État, qui a ceci de particulier, qu'il a fait un impasse sur le conseil de discipline, le conseil de discipline budgétaire et financière, et a remis ses attributions à la Chambre des comptes, du moins à ce qui tient lieu de législation des comptes aujourd'hui, qui est la Chambre des comptes. Et cette Chambre des comptes, ou cette législation financière, a le pouvoir d'évaluer la performance, de juger la performance des ordonnateurs. Parce que cette juridiction de compte juge désormais les ordonnateurs qui étaient jugés par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Ils sont maintenant jugés par la Chambre des comptes ou bien par la juridiction des comptes, parce qu'on attend absolument que ça passe à la Cour des comptes. Et cela, on a bien défini la faute de gestion qui n'était pas définie dans la loi avant. C'était dans une loi de 74 qui était un peu oubliée. On l'a remis au goût du jour. Et la faute de gestion est une définition simple. Vous posez un acte sciemment qui est contraire aux intérêts de l'État, c'est considéré comme une faute de gestion. Et on dit clairement dans cette loi que la Cour des comptes doit juger la performance. La performance, ça se mesure en termes d'efficacité, d'efficience et d'économie. Si vous refusez d'économie, vous ne réalisez pas des économies, comme ça semble être le cas pour ce marché, alors la Chambre de compte peut vous épingler pour contre-performance, pour faute de gestion. Et je dois vous dire, lisez les rapports de la Chambre de compte. Vous serez surpris de ce qui se passe au Cameroun. Il y a un monsieur très courageux à la tête de cette chambre. Il juge les comptes, et tous les comptes de la République, et il met les résultats. Quand c'est irrégulier, il affiche. Quand il y a un dépassement, il affiche, et le pourcentage. Et c'est publié dans le... C'est vrai que le rapport va à la présidence, mais il publie dans son compte. Justement, le journal Info Matin a évoqué un scandale concernant cette route de 9 km qui devait être construite à près de 42 à 46 milliards de francs CFA, selon les propositions faites par le ministre des Travaux publics, Évariste Faupoussi. 9 km seulement à ce prix-là. Et dans cette enquête menée par Info Matin,
l'entreprise Razel ne reconnaît pas avoir été approchée pour un tel marché de gré à gré. C'est du moins ce que fait savoir le journal Info Matin. Quelle est votre analyse de ces différentes batailles souterraines qui sont en cours pour attribuer des marchés aux entreprises, aux multinationales qui elles-mêmes aussi se mobilisent afin de gagner ces différents marchés-là? Je n'irai pas jusqu'à suivre totalement ceux qui ont évoqué le montant du marché pour trouver un problème. C'est vrai qu'à ce niveau, on se retrouve à peu près 4-5 milliards le kilomètre. C'est pratiquement le coût d'un kilomètre d'autoroute en moyenne. Bon, mais comme on n'a pas le dossier technique, on ne sait pas quel genre de route on devait construire. Peut-être que ça devait être l'équivalent d'une autoroute, c'est possible. Donc, c'est-à-dire moi, je reviens, pour une fois, je suis d'accord avec mon panéliste de droite, pour poser un petit problème fondamental, celui du manque de confiance vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. Honnêtement, il a soulevé un problème sérieux. Ouais. Il y a déjà des entreprises camerounaises qui peuvent nous aider à nous sortir de pareilles situations, oui. Surtout lorsqu'on a des problèmes oui. de gros sous. Oui. Et ces entreprises-là, certaines ont déjà été utilisées, on a déjà fait appel à certaines pour pallier aux défaillants des entreprises étrangères dans d'autres marchés, oui. L'entretien de routes et les marchés de la canne là. Oui. Alors, pourquoi lorsqu'il y a une situation comme celle-là, on ne pense pas à ces entreprises camerounaises? C'est dommageable parce que c'est une voie de sortie, même pour les décaissements de l'extérieur. Le gros problème des décaissements de l'extérieur, ça aurait été une solution. Recourir aux entreprises camerounaises nous aurait permis, par exemple, de recouvrir à notre secteur bancaire local. C'est vrai que, suivant un dernier rapport, il y a plus de 25 banques chez nous qui ne vont pas bien. Mais ça ne fait rien. Il y a quand même quelques-unes qui sont déjà venues au secours de l'État dans des situations difficiles. Donc je dis que on aurait pu, en regardant vers nos propres capacités, trouver peut-être pas une issue totale de sortie, mais un palliatif en attendant de poser le grand problème central de la prévision et de la gouvernance et du suivi chez nous. Oui, donc, je dis que, entre autres solutions, on aurait dû nous retourner vers nous-mêmes et on aurait trouvé des gens valables sur place, et il y en a. Malheureusement, on préfère donner aux Français, peut-être parce qu'on escompte quelque chose. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure que ce dossier n'est pas clos. C'est pas sûr que les Chinois réaliseront. Rappelez-vous ce qui s'est passé au port de Kribi. On avait attribué le port de Kribi au mieux disant à quelqu'un qui était techniquement qualifié, mais quelques jours après, on ne sait pas quelle alchimie, par quelle acrobatie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a gagné. Donc là, au-delà de la guerre entre ministres, il y a une bataille superstructurelle, de superstructure au-dessus de ces petites entreprises. Et sur ce projet donc de la phase 2 de l'aménagement dans nos relations extérieures, peut-être que ça pour donner davantage de précisions aux Camerounais à ce sujet, il s'agit de la réhabilitation de 9 km entre le carrefour Mboko et le pont sur la Dibamba. 5 giratoires simples seront aménagés. 11 dallos doivent être construits pour remplacer les buses métalliques défectueuses. Une chaussée élargie à 3 voies dans les deux sens. Des passages inférieurs, également des passerelles piétonnes, également prévues sur ces 9 km de route à l'entrée est de la ville de Douala. Et Edmond Kambia, vous avez suivi tout à l'heure le député Fopoussi qui a souligné cette bataille qui peuvent encore être menées, car pour lui, rien n'est encore joué malgré le fait que le ministre des Marchés publics a rendu public justement le nom de l'entreprise chinoise qui doit réaliser ces travaux. Il y a eu dans le passé des scénarios similaires où en fin de compte, c'est une autre structure qui a été parachutée et qui s'est retrouvée sur le terrain en train de réaliser les travaux. Je pense que
à partir du moment où le ministre des Travaux, le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics a déjà pris une décision et que le gouvernement l'a entériné, c'est-à-dire attribuer ce marché à une société chinoise, il serait difficile de faire marche arrière, comme on l'a vu dans d'autres occasions, dans d'autres situations. Pourquoi? Simplement parce que la coopération sino-camerounaise est l'une des meilleures en ce moment. Il ne faut pas donner l'impression aux Chinois que il suffit, j'allais dire, d'une pression venant d'un pays que je ne vais pas citer ici, pour que du jour au lendemain, vous nous retiriez un marché pour lequel nous nous sommes battus et pour lequel c'est plutôt le Cameroun qui gagne en termes de comparaison. De comparaison. Donc, ce serait embarrassant, à moins que, comme l'a dit M. Fopossi, que finalement, ce soit les entreprises camerounaises qui aient la possibilité de réaliser ce travail. Là, c'est totalement différent. Là, il n'y a plus de bataille entre sociétés appartenant originaires des pays étrangers, entre multinationales. Si c'est le Cameroun, si c'est des entreprises camerounaises, c'est totalement différent. Mais si c'est de retirer la Chine pour donner la France, je pense que ça va poser un gros problème. Mais lorsque de tels projets sont financés par l'extérieur, le financement extérieur, notamment l'Agence française de développement pour ce qui concerne cette phase 2 de l'aménagement de la pénétrante Est de Douala, c'est un appel d'offres international qui Absolument. est lancé. Et là, l'expertise des entreprises camerounaises est confrontée à celle des multinationales qui viennent du monde entier, docteur Alain. Oui, on aurait pu faire œuvre utile ici en faisant la promotion des champions de BTP. Vous voyez bien le concept des champions d'industrie. Le Cameroun pouvait, comme l'a suggéré le député, n'est-ce pas, utiliser cette occasion-là pour faire des champions de BTP au Cameroun. C'est-à-dire soutenir des entreprises camerounaises, leur demander de se mettre en groupe, puisque c'est un gré à gré. Ah, oui. Quand c'est dans le cas du gré à gré, c'est le gouvernement qui décide d'attribuer à qui il veut bien. Ben, sur la base des études, bien entendu. Il n'y a pas la procédure de passation n'est plus concurrentielle comme dans les autres cas. Ça, il faut le comprendre aussi, cette notion de gré à gré. La notion de gré à gré, c'est que je décide de vous attribuer le marché. Il n'y a pas de concurrence. Ça, il faut le dire. Donc, le Cameroun pouvait bien utiliser cette occasion pour faire la promotion des champions dans ce secteur. Et on en a besoin. Nous en avons besoin parce que si on crée des champions dans ce secteur, s'il y a des Camerounais, des entreprises camerounaises qui peuvent se mettre ensemble et réaliser ce genre d'infrastructure, on comprend bien que non seulement ça va contribuer à résorber le chômage, ils vont recruter davantage, et ils pourront faire valoir leur expertise dans la sous-région. Oui. Toute la sous-région a besoin des routes. Aujourd'hui, je reviens d'ailleurs du Gabon, où nous travaillons sur l'audit de la révision des textes, la CEAC. Parce que la CEAC a été définie ou bien été arrêtée comme l'Union africaine comme étant la CEA pilier de l'Afrique centrale. Parmi les 8 seraient piliers de l'Afrique. Donc la CEAC est appelée à prendre la place de la CEMAC, s'il faut dire ça en ces termes. La CEAC, c'est 11 pays, c'est les 6 pays de la CEMAC, plus 5 autres pays. Et là, il y a beaucoup à faire. Et le Cameroun pourrait, n'est-ce pas, ce n'est plus comme la CEMAC où le Cameroun est un leader naturel. Dans la CEAC, on a des gros porteurs, des grands pays comme l'Angola, qui a la plus grosse économie de la CEAC, comme la RDC et le Rwanda, malgré sa taille, est en train de prendre de l'envol. Donc, c'était l'occasion, justement, c'est une occasion manquée, il faut quand même le dire, de promouvoir l'expertise camerounaise à la matière. Ça aurait été vraiment intéressant et je pense que le gouvernement devrait y penser. Au-delà de ces questions économiques, il y a la situation sécuritaire qui préoccupe le haut commandement de l'armée. En début de semaine, Cameroun Tribune a titré à sa une que le haut commandement rassure l'opinion nationale et internationale sur la sécurité garantie durant cette élection présidentielle à venir en octobre 2018. Pourtant, le quotidien Le Jour a révélé comment un convoi du gouverneur du Nord-Ouest a été attaqué. La presse d'expression anglaise est revenue largement durant cette semaine sur ces attaques également perpétrées contre des civils, mais aussi des religieux. Docteur Bougain, comment vous appréciez cette mobilisation des pouvoirs publics pour garantir la sécurité durant cette élection présidentielle? C'est une excellente chose que les pouvoirs publics se mobilisent, mais nous attendons aussi que les partis politiques et toute la société civile se mobilisent pour que, enfin, il y ait non seulement la sécurité dans ces zones par rapport aux élections, mais que cette sécurité
revienne à la normale. Parce que vous savez, on a comme l'impression qu'il y a certains partis politiques, qu'il y a certaines organisations de la société civile, certaines personnalités qui encouragent, qui font l'apologie du terrorisme. On les écoute sur les plateaux, on écoute leurs interventions. Moi, je pense que c'était le moment pour qu'il y ait une espèce d'union sacrée. Que les parents, les amis, les financiers de ceux qui se taisent dans les brousses pour créer l'insécurité, qui fassent appel à leur bonne conscience pour leur dire que il faut arrêter cette mascarade parce que ça ne va nous mener nulle part. Les résultats que vous espériez par rapport à cette rébellion, vous ne l'avez pas obtenu, vous ne l'obtiendrez jamais. Il faut jeter l'éponge. Le moment est arrivé pour que les Camerounais retrouvent leur sérénité. Je pense que c'est une affaire de tous et de chacun. Et personne ne gagne à ce que nous continuions à vivre dans cette insécurité. La personne. Edmond Kamgia, sur les enjeux de cette sécurité durant la campagne présidentielle à venir, on observe déjà le déploiement de certains candidats qui prennent le marque sur le terrain. Le haut commandement de l'armée s'est réuni en début de semaine du côté de Yaoundé pour plancher sur la sécurité, surtout dans ces deux régions anglophones où il y a une escalade de violence. Je l'ai toujours dit sur ce plateau que la crise anglophone va peser lourdement sur l'organisation de l'élection présidentielle. Que le conflit, parce que la crise est devenue un conflit, c'est devenu la guerre. Il y a mort d'hommes des deux côtés, que ce soit au niveau des forces de sécurité, que ce soit au niveau de ceux qui se proclament sécessionnistes. Et les morts, c'est par centaines dans les deux camps. Et il faut dire aujourd'hui que l'élection présidentielle qui s'annonce, qui est prévue le 7 octobre prochain, va se dérouler dans un contexte extrêmement difficile. Et l'ECAM a un rôle difficile à jouer. Parce que comment est-ce que l'ECAM va se comporter sur le terrain? Est-ce que l'ECAM aura des structures fonctionnelles dans toutes les localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que les forces de sécurité vont assurer la sécurité des populations qui n'ont pas encore quitté les lieux? Parce que la plupart de ces localités-là, il n'y a pas âme qui vive. Les gens sont partis. Quand les personnes ne se sont pas déplacées dans les régions de l'ouest, notamment du côté de la mer Noire, ou alors dans les régions littorales, au niveau notamment de Loum, Banga et bientôt Bonabéry, il y a en plus des déplacés, les réfugiés. Ils se comptent par dizaines de milliers au Nigeria. Il faudrait pouvoir s'assurer que ces Camerounais qui se retrouvent en situation difficile soient en capacité de voter. Qu'est-ce que l'ECAM a prévu pour les personnes déplacées et pour les réfugiés camerounais qui n'ont pas demandé à être dans ces situations-là? Donc, au-delà de la question sécuritaire dans les régions pour laquelle il faut apporter au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, toutes les conditions réunies pour que les choses se passent comme il se devrait, parce que il est clair que ce ne sera pas une situation normale. C'est une situation qui sort du normal, mais pour que ce soit une situation acceptable dans les régions nord et sud, mais en plus, il faut s'assurer que une bonne partie, notamment les Camerounais inscrits, les Camerounais inscrits dans les régions nord-ouest et sud-ouest, que la plupart d'entre eux seront capables de voter. Justement, Évariste Faupoussi, vous qui êtes engagé également derrière le champion du SDF, candidat du SDF à cette élection présidentielle, quelle est la place que la sécurité doit occuper pour permettre à la fois aux candidats et à la fois aux populations de pouvoir choisir le prochain président de la République? Je rejoins totalement Edmond Kamgia pour dire que c'est un problème fondamental, surtout à l'approche de cette élection présidentielle. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élection. Et j'irai directement pour dire que on ne peut pas retrouver la paix uniquement par la voie militaire. Moi, vous me parlez de la réunion d'état-major.
Moi, je ne vois pas comment les généraux se réunissent pour voir comment ils vont gagner une guerre, pas pour voir comment ils vont instaurer la paix. La paix revient aux politiques, la paix revient au président de la République. Et je crois que le président de la République doit faire quelque chose pour que ces élections aient lieu. Parce que pour qu'elles aient lieu, il faut qu'il y ait la paix dans ces régions-là. Et la paix ne peut pas venir uniquement par la voie militaire. Il y a la voie du dialogue que tout le monde évoque. Il y a le problème des réfugiés que Edmond a évoqué. Les réfugiés, il y a les réfugiés internes au Cameroun, c'est-à-dire les gens de ces deux zones-là qui ont été obligés de se déplacer et d'être dans d'autres zones. Est-ce que ces gens vont voter? Je crois qu'il faut que l'ECAM et que l'État donne l'ordre à l'ECAM pour l'ECAM prenne des mesures spéciales pour que ces gens-là votent. C'est des Camerounais qui aimeraient mettre leur bulletin dans l'urne pour faire le choix fondamental le 7 octobre, qui est celui de choisir celui qui va s'occuper de leur destin. Donc c'est fondamental, il nous faut la paix. La paix ne peut pas être obtenue uniquement par l'armée, il nous faut le côté social, et le côté social c'est le sort des réfugiés, c'est le sort des jeunes. La rentrée arrive, comme l'a dit Edmond tout à l'heure, est-ce qu'il y aura rentrée? Tout ça c'est lié, et je crois que à ce niveau, la personne la plus indiquée et que tous les Camerounais doivent interpeller, c'est le président de la République. C'est lui qui doit intervenir pour garantir des élections libres et transparentes le 7 octobre. Et que les Camerounais, ce jour-là, aillent dans l'urne voter un programme qu'on leur propose. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ère des messies, c'est fini, il n'y a plus de messies. On vote pour un programme, on vote pour un cap que quelqu'un a fixé, et on s'aligne derrière quelqu'un parce que il vous présente la voie à suivre, il vous présente le cap, donc tout doit se faire autour des programmes, et c'est à ce niveau que les élections auront lieu dans la paix. Il faut la sécurité durant cette campagne présidentielle. Et pour le moment, 2 régions du Cameroun sont quand même confrontées à une situation sécuritaire assez difficile. Docteur Ariel Nietedem, il y a la rentrée qui pointe à l'horizon, il y a l'élection présidentielle annoncée 1 mois après la rentrée scolaire. Comment vous entrevoyez justement la situation? Quels sont les enjeux pour vous de sécuriser ces différentes régions? Oui, c'est fondamental que ces 2 régions soient sécurisées pour qu'il y ait élection présidentielle, pour qu'il y ait rentrée scolaire. Je dois dire que cette guerre ou cette crise qui est devenue une guerre aujourd'hui vient de traverser une autre étape. Laquelle? Le meurtre de l'autorité traditionnelle. Ça, il faut le dire. Le fait qu'on vient extraire une autorité traditionnelle dans une église et qu'on l'assassine en plein jour devant des personnes, c'est sérieux. Et on sait ce que représente l'autorité traditionnelle dans cette région. De 2, cette guerre est sortie de la zone de la zone dite anglophone pour se retrouver dans la zone dite francophone. Il y a un village, Fongo Tongo en l'occurrence, qui a été attaqué par des sécessionnistes venus, n'est-ce pas, de ces zones-là. Donc, en fait, la crise est en train de prendre véritablement de l'ampleur. Et il faut dire qu'en réalité, la solution ne sera pas militaire. Pas du tout. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une solution militaire qui apporte cette paix. Ce n'est pas possible du tout. Les militaires vont créer les conditions pour qu'il y ait d'autres facteurs qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir la paix. 2 choses. Je dois dire 2 choses avant de continuer. Il faut bien qu'on comprenne, les hommes politiques qui veulent récupérer doivent faire attention. Les guerres de sécession sont faites pour durer. Ça, il faut le dire, la guerre de sécession ne s'arrête pas au bout de 2 ans, même pas de 10 ans. Donc, pour ce qui est des sécessionnistes, leur agenda est clair, ils veulent leur État. Or, le Cameroun, comme son chef l'a dit jusqu'aujourd'hui, c'est un État, il est seul, il est indivisible. Alors, si des hommes politiques se mettent à faire de la récupération, cela pourra leur retomber sur la tête. Je pense que pour ce qui est du problème du sécessionnisme, il devrait avoir une union sacrée. Je comprends qu'il y ait des divergences au niveau de la forme de l'État, c'est tout à fait normal. La forme de l'État est négociable, ce n'est pas un tabou, mais il me semble, quand on parle de sécessionnisme, ça ne devrait pas être négociable. Deuxième chose, il ne faudrait pas qu'on utilise
une minorité des membres de la diaspora qui tire les ficelles de ce mouvement socialiste pour diaboliser toute la diaspora camerounaise. Une bonne majorité de la diaspora camerounaise est complètement patriotique, du moins est camerounaise, est restée entièrement camerounaise et travaille tous les jours pour voir ce pays changer et devenir notre cher et beau pays que nous avons toujours souhaité. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, sur les enjeux, c'est tout à fait clair. Les enjeux sont là. Il y a une élection présidentielle à gagner et les hommes politiques, chacun l'utilise à sa guise pour justement essayer de convaincre les électeurs par-ci par-là. Mais si les hommes politiques pensent qu'en s'appuyant sur cette crise sécessionniste, ils pourront avoir des électeurs, ça je peux vous le dire, oui. Mais ce sera au détriment de l'intérêt du Cameroun. Un mot maintenant, Edmond Kambia, sur Kofi Annan qui est décédé cette fin de semaine, ancien secrétaire général de l'ONU, un homme qui a beaucoup milité en faveur de l'émancipation des peuples africains et en faveur de la démocratie. Un mot sur cet homme? Merci, M. Noufele. Merci de me donner l'opportunité de rendre hommage à ce grand homme, à ce grand Africain. Parce qu'il est, après Boutros Boutros-Ghali, qui était le premier Africain égyptien à être secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan a été le 7e secrétaire général de l'ONU et il a beaucoup impacté par son action l'agenda de l'ONU pour l'Afrique et pour les Nations Unies à travers le monde. Kofi Annan, c'est une personnalité, et par rapport à la crise anglophone, c'est important de le noter. Je voudrais dire ce que Kofi Annan a dit lorsqu'il est venu aussi au Cameroun en 2005, lorsqu'il était en visite officielle ici au Cameroun. Il a rencontré le chef de l'État au sorti de son audience avec le président Paul Biya sur la crise anglophone. Il avait dit au chef de l'État, il faut discuter, il faut dialoguer avec les responsables du SCNC. À l'époque, c'était le SCNC. Il avait dit, il faut le dialogue. Il ne faut pas fermer le dialogue au SCNC. Et là, nous étions loin, longtemps, une dizaine d'années avant que la crise anglophone ne prenne les contours de la situation actuelle. C'est pour vous dire que ce monsieur, c'est un homme de paix. Et il a suffisamment démontré à travers les actions qu'il a menées en Afrique, en Europe, à travers le monde. Il a été responsable, avant d'être secrétaire général de l'ONU, vous savez qu'il dirigeait les opérations de maintien de la paix, mais en tant qu'acteur majeur de l'ONU, il a été, pour le Cameroun, parce qu'il faut toujours le rappeler, ce qu'il a apporté au Cameroun, c'est lui qui a permis de concrétiser par l'accord de Greentree, qu'il a mené de bout en bout, pour permettre d'appliquer l'arrêt du 10 octobre 2002 de la CIJ, qui a confirmé la camerounité de Bakassi. Donc c'est Kofi Annan qui mène cette opération, l'accord de Greentree, qui nous permet aujourd'hui d'être en paix avec notre frère du Nigeria. Merci Edmond Kambia. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Dr Ariel Netedem qui est venu de Yaoundé, spécialiste des finances publiques, et Evariste Poussi, ancien député, économiste et cadre du SDF, également Dr Bourguin qui est politologue et militant du RDPC, le parti au pouvoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.